Bonjour. Dans un climat politique encore marqué par les tensions issues de la dernière élection présidentielle d'octobre, le Cameroun fait face à une recomposition complexe de son paysage politique, entre contestation des résultats, rivalité au sein de l'opposition et débats autour des stratégies des principaux acteurs. De nombreuses interrogations subsistent quant à l'avenir démocratique du pays. Pour analyser ces dynamiques et décrypter les enjeux actuels, Écho 237 reçoit M. Jackie Moifo, journaliste indépendant, documentaliste et promoteur de JMTV+. Avec lui, nous reviendrons sur les origines de la crise post-électorale, les responsabilités des différents leaders politiques, ainsi que les factures et recompositions en cours au sein de l'opposition camerounaise. Il est en direct depuis Paris. Monsieur Jackie Moifo, bonjour. Bonjour mon cher Thierry, comment ça va? Je vais bien, j'espère que vous allez très bien. Je vais bien, il fait beau à Paris aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes journaliste indépendant français d'origine camerounaise. Vous êtes le promoteur de la chaîne de télévision JMTV+. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Écho 237. Bonjour aux téléspectateurs d'Écho 237 et merci à vous de m'avoir invité. Je vais apporter une petite correction, je suis Franco Bamileke, voilà, c'est bien dit comme ça. Monsieur Jackie Moifo, vous avez suivi, comme beaucoup d'autres Camerounais de la diaspora où vous vivez, les élections présidentielles d'octobre dernier au Cameroun. Quel regard portez-vous justement sur le processus qui a suivi cette élection? Je vais dire, la crise post-électorale qui a suivi la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Déjà, cette élection présidentielle n'aurait jamais dû se tenir. Lorsqu'on met des mois sans voir le principal candidat, aucun Camerounais le voit, ne sait où il est, on aurait dû prononcer la vacance du pouvoir depuis très longtemps. Pour moi, c'est une simulacre d'élection présidentielle, c'est pas une élection présidentielle. Franchement, il valait mieux économiser les énergies et l'argent du contribuable camerounais que d'organiser ce simulacre de je ne sais pas quoi, je ne vais même pas l'appeler élection. Hein? Quand on sait que le code électoral est faussé depuis toujours, mais ce n'est pas moi qui le dis. Monsieur Marafat Amidou Yaya, ponte du régime Biya, l'avait écrit dans son livre que tant que monsieur Biya est là, il ne peut perdre aucune élection. Partant de ce postulat, comment fait-on pour penser qu'organiser une élection au Cameroun peut apporter un quelconque changement de régime ou quoi que ce soit? Pour moi, il vaut mieux appeler monsieur Biya, Sa Majesté Biya, lui donner un titre de royauté, rester là et on fait autre chose. Voilà. Dans la crise qui a suivi, ne m'a pas surpris, depuis 34 ans, les crises post-électorales se succèdent au Cameroun avec son lot de morts, son lot de prisonniers politiques. Comment comprendre qu'aujourd'hui 3000 jeunes soient embastillés au Cameroun? C'est pas moi qui le dis, c'est un des candidats à l'élection présidentielle, Hiram Samuel Yedi, que j'ai reçu hier, 28 avril, en émission, que vous pouvez retrouver sur GMT+, qui le dit. 3000 jeunes embastillés et emprisonnés. On a même failli emprisonner le seul prix Nobel de la paix que le Cameroun possède dans la personne de Vincent Konjo, parce qu'il prenait des positions. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez gouverner des gens amorphes qui ne disent rien? Dans ce cas, rendez tout le monde mieux. Vous avez quelques hôpitaux chez vous, d'ailleurs, qui contribuent à faire plus de mal aux Camerounais que de les soigner. Mais rendez tout le monde mieux au Cameroun, ou bien Maboul. Comme ça, on n'en parle plus. Donc pour moi, on aurait dû économiser du temps, de l'énergie, de l'argent, que d'organiser une telle élection. Voilà. Mais monsieur Jackie Moifo, quand vous dites ça ne servait à rien d'organiser cette élection-là, c'était un simulacre, est-ce que votre discours ou alors vos déclarations ne vont pas décourager certains Camerounais qui croient fermement aux élections, qui pensent que c'est le moyen par lequel il peut avoir alternance à la tête de l'État? Les Camerounais croient en tellement de choses. J'ai vu des gens lécher le sol où le pape a posé les pieds. Les Camerounais croient en tellement de sottises que franchement, qui ne croit plus à la politique, je ne leur tirerai pas dessus. Il n'y a pas de politique au Cameroun, il y a du cinéma, et du mauvais cinéma en plus. À quoi cela sert d'aller à une élection lorsqu'on ne peut pas contester, lorsqu'on ne peut pas s'exprimer? Lorsque le moins de personnages qui osent dire non, il y a eu irrégularité à tel endroit, est embastillé, est emprisonné ou tué. À quoi cela sert? Il vaut mieux économiser les vies, de l'énergie et l'argent du contribuable camerounais. Je ne demande pas aux Camerounais de ne plus croire à la chose politique,
Mais je vais dire aux Camerounais qu'il n'existe aucun pays démocratique au monde, même la France où je vis. Et je peux le dire ici, je suis ancien élu interne UMP de 2010 à 2012, de 2008, pardon, samedi 15 novembre 2008, élu à la mairie de Colombes. Pas à la mairie, pas à la tête de la mairie. Les élections se tenaient au sein de la mairie de Colombes pour la première circonscription des Hauts-de-Seine en France, qui est le fief de la droite française, dont je suis de droite, de centre droit. J'ai été élu, je suis resté 2 ans, je siégeais avec Ramayad, que vous connaissez, la ministre, et bien d'autres, Roger Karouchi et consorts. Donc l'homme politique vous dit que même en France, il n'y a pas de démocratie. S'il y a eu une démocratie en France, on voterait une loi qui impose le vote à tout citoyen. Ce n'est pas le cas. 20% de la population française va au vote et on nous dit qu'on a élu un président. Pour moi, il n'est pas assez légitime. Emmanuel Macron et ses prédécesseurs non plus. Donc, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a aucun pays au monde où il y a eu une démocratie. Si vous me dites les États-Unis, oui, pardon, je vous laisse poser la question. Oui, parlons justement de cette élection au Cameroun. C'est vrai que vous restez dans vos pensées en disant qu'il n'y a pas de démocratie, mais il y en a qui croient, qui pensent véritablement que à travers cette démocratie camerounaise, il peut avoir des changements à la tête de l'État. L'un des candidats à cette élection présidentielle, en la personne de Issa Chiroma Bakary, qui a quitté le pays au plus fort de la crise des tensions post-électorales, continue toujours de revendiquer sa victoire. Il a d'ailleurs annoncé avoir quitté le pays pour des raisons sécuritaires. Sa vie était en danger. Vous, comment analysez-vous justement cette situation? C'est-à-dire le fait qu'il soit parti, laissant ses soutiens sur le terrain des revendications. Vous donnez là une autre preuve qu'il n'existe pas de démocratie au Cameroun. Démocratie signifie quoi? C'est le pouvoir au peuple. Alors si celui qui représente une frange de la population est obligé de s'enfuir parce que de crainte d'être emprisonné ou assassiné, vous voyez la démocratie où? Arrêtons d'importer des slogans creux de l'Occident. Arrêtons cela. Installons une royauté au Cameroun, comme ça on est tranquille, on sait que le roi est là. Au Maroc, il y a un roi. Le Maroc se porte beaucoup mieux que le Cameroun, alors que le Maroc ne possède pas 20% de la richesse camerounaise. Donc installons une royauté, monsieur le roi Biya, sa majesté Biya, et puis son fils va bientôt lui succéder, là, démocratiquement nommé, le peuple démocratiquement informé. Continuons comme ça, et puis arrêtons de parler de démocratie, parlons d'autre chose. Voilà, je suis peut-être Dieu, mon cher Thierry, mais il faut voir les choses avec des yeux un peu plus ouverts. J'ai l'impression que mes frères camerounais regardent avec des yeux fermés. Pour le cas d'Issa Chiroma Bakary, monsieur Jackie Boifo, est-ce que le fait d'être parti, c'est-à-dire d'avoir abandonné ses soutiens sur le terrain et prendre l'exil, la route de l'exil, était une bonne décision d'après vous? C'est vrai que vous n'avez pas encore répondu à cette question. S'il n'était pas parti, qui lui serait-il arrivé? Je vais vous confier quelque chose. Je pense qu'il a bien fait de partir. Parce qu'il aurait été, au mieux, mis en prison. Au pire, tué. D'après ce qu'il déclare. Et d'après ce que je sais. Je vais vous confier un truc. Est-ce que vous savez ce qu'il s'est passé au Cameroun lundi 29 janvier 2019 à 20h52? Vous le savez, Thierry, ce lundi 28, c'était 28, je crois bien, 28, oui, c'était 28 janvier 2019 à 20h52, on lance l'assaut au domicile de M. Albert Nzongan et on les arrête tous. Ils sont avec le professeur Maurice Kamto et bien d'autres que j'ai reçus, j'ai rencontré ici à Paris tout récemment. On lance l'assaut, on les arrête. Je suis au téléphone avec Albert Nzongan ce soir-là. Je suis toujours en train de mener mes investigations et je lui demande de me passer le professeur Maurice Kamto. Il dit, il est devant moi. Lorsqu'il veut passer le téléphone, on lance l'assaut. Et qu'est-ce que j'entends à travers le téléphone de M. Nzongan qui est tombé? Bengue le fils, venez ici. Des sottises comme ça que j'ai longtemps entendues dans ma vie enfantine à Yaoundé.
Et même à l'école, Notre-Dame de Victoire de Nkolo, oui, mon maître et le Banga Gaspard, pour lui mettre une fessée, me disait le fils, ce tribalisme latent au Cameroun, accentué aujourd'hui par le régime Biya. Donc, M. Issa Chiroma ne serait pas parti, il lui sera arrivé ce dont j'ai été témoin la nuit du 28 janvier 2019 à 20h52. M. Albin Diongana est arrivé au Cameroun, s'il a oublié, j'ai encore des captures d'écran, donc voyez-vous. Que l'on soit obligé de fuir son pays parce qu'on n'est pas d'accord avec le régime, alors que M. Biya l'avait dit qu'il ne sera plus nécessaire pour un Camerounais qui veut exprimer ses idées de prendre la route de l'exil. On comprend très bien là qu'on a quelqu'un qui se dit et se contredit tous les matins. Je pense qu'il se dit, il se contredit, qu'il se pose même les dangers. Maurice Kamto n'a pas pris part à ces élections présidentielles de 2025, mais certains observateurs continuent à penser qu'il a une part de responsabilité dans l'échec des forces du changement. Ils estiment cela pour justifier leur argumentaire qu'il aurait pu se prononcer officiellement en soutenant la candidature d'Issa Chiroma Bakary, ce qu'il n'a pas fait. Comment vous analysez une telle pensée? Pauvre Maurice Kamto. Parfois, je me demande comment ce monsieur fait pour tenir. Pardonnez-moi, monsieur Kamto, hein. J'ai parfois pitié de vous. Je me dis, mais comment il fait pour tenir? Comment est-ce que dans un tel pays, on peut faire d'une personnalité comme Maurice Kamto la serpillière pour n'importe qui? Est-ce que vous savez ce que représente ce monsieur sur le plan international? Je ne connaissais pas monsieur Kamto avant le grand cinéma politique 2017-2018 au Cameroun. Je ne le connaissais que de nom, car un jour je suis reçu en février 2012 à la Cour internationale de justice de La Haye. C'est ce jour qui le procès de la Belgique contre le Sénégal. La Belgique a enjoint le Sénégal d'extrader ici là-bas pour qu'il soit jugé sur l'universalité territoriale. Et ce jour-là, je suis reçu, avec d'autres personnalités que je préfère ne pas citer, par le président de la Cour de justice internationale, M. Tom Kala. Bon, Tom Kala, c'est pas d'Américain. Hein. On dit, ah, c'était son frère du village. Non, non. Tom Kala, c'est un grand monsieur, grand de taille qui est slave, d'un vient de l'Europe de l'Est, là. C'était lui le président à l'époque. Dès que nous entrons dans son bureau à La Haye, il sait que nous sommes Camerounais. Il va nous dire ceci: vous avez dans votre pays un cerveau incommensurable. Quelqu'un d'une richesse intellectuelle incommensurable. Et il s'est même parlé de Maurice Kamto. Il nous parle de Maurice Kamto. Qui, avant, Maurice Kamto, oui, il peut prétendre être secrétaire général de l'ONU, hein, ou de la Cour internationale de justice. C'est ce monsieur qui fait l'objet de railleries de n'importe quoi au Cameroun. Quand M. Kamto tousse, on l'accuse d'avoir toussé dans votre pays. Quand il rit, on l'accuse d'avoir ri. Lorsqu'il se tait, on dit, oh, il n'a rien dit, il fallait qu'il parle. Lorsqu'il parle, oh, il a trop parlé, il faut... Qu'est-ce que vous laissez, monsieur? Monsieur Chiroma est allé à l'élection présidentielle, a sans doute, on va me tirer dessus, a sans doute profité du travail que Maurice Kamto a fait en amont pour conscientiser les populations. Ok, il y est allé, il déclare avoir remporté les élections, non, l'élection, car c'était une élection, c'est pas deux tours, c'est une seule élection malheureusement. Il déclare avoir remporté cette élection-là. Ok, ça en est suivi tout ce qu'on sait. Qu'est-ce que vous voulez que M. Kamto aille dire là-dedans? Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise là-dedans? Il n'était pas candidat, il n'a pas de droit au chapitre. Je prends le cas du pays dans lequel je vis, dans lequel je vote, dans lequel je suis aussi un acteur politique, non, je ne parle pas de diaspora, un acteur politique, je parle de la France, je suis un acteur politique mineur, parce que j'ai choisi de me mettre en retrait. Si vous voulez aujourd'hui retourner au parti, rien ne m'en empêcherait. Alors, lorsqu'il y a élection présidentielle en France, et dans tout pays normalement démocratique, ou à peu près démocratique, ce n'est pas au candidat qui n'est pas allé à l'élection d'apporter un soutien ou de dire qui a gagné et qui ne l'a pas emporté. Non, c'est aux acteurs de s'exprimer. Alors, j'ai entendu M. Iyodi déclarer que c'est M. Chiroma qui a gagné. J'ai entendu que d'autres disent que c'est M. Biya. C'est à eux de s'exprimer car ils ont été acteurs du jeu. Qu'est-ce qu'on attend de Maurice Kamto qui a... Peut-être parce que
peut-être parce que Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, a pendant plusieurs années depuis l'élection de 2018, il a été toujours, je vais dire, au devant de la scène. Il a toujours été au devant de la scène dans la météo. C'est lui qui faisait pratiquement la météo politique au Cameroun. C'est vrai qu'on ne remet pas en question son intellectualisme, en fait. On sait que c'est un grand juriste, c'est le pape du droit, comme on l'appelle affectueusement au Cameroun, mais sur le plan politique, est-ce qu'il n'a pas beaucoup de manquements sur le plan politique? Si Maurice Kamto, prenons cette hypothèse-là, s'il avait été candidat en lieu et place de Chiroma, par exemple, si sa candidature avait été retenue pour cette élection, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu remporter cette élection-là? Vous avez posé 10 000 questions dans une seule, là. Vous voulez que je réponde à laquelle? La dernière, en tout cas. La dernière. Il y a trop de questions. Bon, très bien. S'il avait été candidat à cette élection présidentielle, je n'ai aucun doute qu'il l'aurait emporté. Avec les conditions que nous connaissons au Cameroun, dans les mêmes conditions. Oh, il l'aurait emporté, mais à la fin de la journée, c'est M. Biya qui aurait réuni. Je peux vous dire, je me trompe pas, depuis 1992, M. Biya n'a gagné aucune élection présidentielle au Cameroun. Hein? Aucune. J'ai dit aucune. En 1992, j'étais encore là. Je n'avais même pas l'âge de voter car il fallait avoir 21 ans pour voter. Mais on nous a quand même fait faire des choses. Hein. Bon, allez, pour le compte du RDPC à l'époque aux législatives de la même année, à la présidentielle, non, je n'étais pas d'accord de refaire ça. Ça nous a valu quand même quelques inimitiés. Je peux vous dire qu'en 1992, Foundi avait gagné. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Hein. Tout le monde le sait. Et des gens qui ressemblent à M. Chiroma, comme le Daïkolo Daïsala qui habitait à l'Omnisport à côté d'un motel là, que j'ai côtoyé quelques fois quand j'étais gamin, quand j'étais plus jeune. À la fin de sa vie, il regrettait d'avoir pactisé avec M. Biya. Hein. Ce sont les gens, les fossoyeurs de la République sont des gens comme ça. Les Bello Bouba, les Daïkolo Daïsala, les fossoyeurs de la République. Sans eux, il y aurait eu un changement de régime. Albin Zonda aussi, hein, il peut fanfaronner aujourd'hui, dire des conneries. Il fait partie de ces fossoyeurs de la République. Donc, M. Biya n'a jamais gagné une seule élection au Cameroun depuis Mathusalem. Hein. Voilà, je le dis. On dit, oh, journaliste du village. Non, il n'y a pas de journaliste du village là-dedans. D'ailleurs, j'en profite ici pour lancer un appel. Monsieur le nouveau président de l'Assemblée nationale, monsieur Dato, vous êtes du village comme moi. Venez bien m'expliquer quelles sont vos activités commerciales au sein de l'Assemblée nationale. Comment ça se fait que c'est votre quincaillerie qui fournit le matériau pour construire quoi que ce soit à l'Assemblée nationale? Vous êtes de mon village, parlons-en. Hein? Donc il n'y a pas de journaliste du village là-dedans. Voilà, Thierry, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Donc pour vous, ça aurait été le même résultat, même si la candidature de Kamto avait été retenue, validée finalement, puisque, dites-vous, le système au pouvoir fait tout et tout pour se maintenir. Je vous ai évoqué Mara Fatami Douéa qui avait écrit dans son livre que tant que M. Biya est au pouvoir, il ne peut perdre aucune élection au Cameroun. Vous savez qui était Mara Fatami Douéa. J'en avais furtivement discuté avec Amadou Ali avant sa mort, je peux le citer car il est parti maintenant, qui parfois, quand il pouvait parler à Kolofat à son village, car chassé, par qui on sait, envoyer des petits tintins par WhatsApp et je me dis, un jour je vais, monsieur Amadou Ali, si vous voulez me parler en homme d'État, parlez-moi, arrêtez de m'envoyer des tintins comme si nous étions des gamins. Donc, oui, eux, ils étaient formels, hein, monsieur Biya ne peut perdre aucune élection tant qu'il est en vie. Donc, M. Kamto l'aurait emporté dans les urnes, M. Clément Tangana aurait toujours déclaré irrecevable. Demandez à M. Éric Essousset pourquoi il est tant sous la réserve. Vous savez qui il est, M. Éric Essousset, non? Vous le connaissez? Voilà, demandez-lui pourquoi il est tant sous la réserve. J'espère qu'un jour il écrira ses mémoires à M. Essousset. Monsieur Jackie Moifo, dites-nous, qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui cette tension ouverte, ces multiples tensions en tout cas entre les partisans de Issa Chiroma Bakary et de Maurice Kamto, on peut dire les sympathisants, parce que tous ne sont pas de son parti en tout cas, mais ceux qui étaient ses soutiens d'hier se font la guerre mutuellement sur les réseaux sociaux. Il y en a carrément qui ont tourné le dos à Maurice Kamto pour rejoindre Chiroma. Pour la plupart, c'est un peu ce qu'on observe aujourd'hui, ce cinéma un peu triste. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui peut justifier tout cela? Depuis le début de cette interview, mon cher Thierry, vous venez de prononcer un mot ô combien important. Le cinéma triste. Les Camerounais, pardonnez-moi, dans leur grande majorité sont de gros bavards. Et lorsqu'on bavarde, souvent on finit par en venir aux mains. Car c'est à qui a le décibel le plus haut, quoi, finalement, sur les réseaux sociaux. Je connais bon nombre d'entre ces personnes, surtout celles de la diaspora, que vous avez vu sur GMTV+, que vous m'avez vu les interviewer dans les rues en 2017, 2018, 2019 jusqu'en 2020. Bon, maintenant, je ne vais plus dans les rues parce que ça devient un peu n'importe quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de frustration dans la communauté camerounaise et surtout sa diaspora. Beaucoup de frustration. Car la majorité de ces jeunes gens ou de ces personnes qui constituent la diaspora aujourd'hui, comment est-ce qu'elle a atterri en Occident? Ça n'a pas toujours été un choix. Hein. Je prends mon exemple. Je suis aujourd'hui français, d'origine bamileke. S'il n'y avait pas eu le tribalisme au Cameroun, je ne suis pas certain que je serais journaliste français. Je vois en 1995, lorsque Paul Delorme-Mouyoto va me présenter à Agnès Ndombé, qui dirigeait la FM 94, elle va lui dire « L'ordre venu d'en haut qu'on ne prenne plus aucun bamileke ici. » J'ai dit « Mon Dieu, mon Dieu ». À l'époque, je suis animateur de cabaret, danseur, et puis j'ai commencé au micro. Comme ça, par hasard, on a découvert un soir que j'avais du talent pour faire du micro. On m'a passé au micro forcé, à Central Casa, qui était le plus grand cabaret de Yaoundé à l'époque. Tout petit, tout craintif, j'ai pris mon micro et je me suis exprimé, ça a mordu. Donc il fallait... Et je fournissais un peu quelques trucs à Billy Shaw, qui faisait le journal culturel, avec Saki. Salut Billy, j'espère que tu regardes ce programme. Je fournissais comme ça des petites collaborations avec lui. Et on me refuse parce que je suis bamileke. J'ai dû partir du Cameroun pour le Gabon voisin 3 années plus tard, où on est venu me chercher à la maison pour animer en radio. Et ensuite, je vais arriver en France 2 ans, 9 mois après. Je cherche une place en radio, mais c'est en télévision qu'on me prend alors qu'il n'avait jamais rêvé les télés. J'ai écrit à la télévision française avant d'entrer à l'école. Alors, c'est le tribalisme qui a fait partie. Beaucoup de ceux qui se battent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pour revenir à votre question, sont partis du Cameroun, pas parce qu'ils l'ont souhaité, pas parce qu'ils l'ont voulu. Ça a été la frustration qui les a poussés dehors. Et aujourd'hui, cette frustration, ils l'expriment d'une manière ou d'une autre sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que je les comprends. Maintenant, beaucoup aspirent à un changement dans leur pays. Oui, ils partent frustrés dans leur pays, ils arrivent ici où tout pour eux semble bien roulé. Ils ne comprennent pas que dans leur pays, tout aille en envers. Ils aimeraient voir les choses changer dans leur pays. Est-ce que vous pensez qu'on est content d'arriver au Cameroun? Il y a 0 autoroute. J'en parlais encore à Alassane, un ami frère sénégalais que j'ai déposé à Roissy il y a 2 jours. Est-ce qu'on peut comprendre qu'au Cameroun, avec toutes les richesses que possède le Cameroun, il y a 0 autoroute qui rallie 2 grandes villes? Est-ce qu'on peut comprendre qu'au Cameroun, partir de Yaoundé pour Douala, c'est 233 km, on met 4 à 5 heures. Mais ici, les deux, quand je vais à Bruxelles, c'est 300 km, en 3 heures de temps, je suis à Bruxelles. Celui qui est parti, Yaoundé n'est pas encore arrivé à Douala. Comment peut-on comprendre ça? Toutes ces frustrations font que les gens, ces jeunes gens veulent que ça change au Cameroun. Alors, écrivez-moi sur un sac en carton, changement. Ils vont suivre ce sac en carton-là. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas intelligents. La frustration fait qu'aujourd'hui, ils ont la rage, ils veulent que les choses changent au Cameroun. Au point où vous voyez, changement quelque part, ils suivent. Aujourd'hui, les uns combattent les autres alors qu'ils sont des enfants d'un même pays. J'ai discuté avec un d'entre eux, hier activiste de la base, je les connais, tout le monde sait que je les connais car on les a tous vus sur mon plateau. Il m'a dit, je ne veux plus parler à telle personne du MRC qui m'a traité de casseur d'ambassade. Alors, comment en arrive-t-on là? J'accuse l'ancien régional du MRC, car il a fait entrer des enfants de la basse au sein du MRC. Il n'a pas rendu service à Maurice Kamto. Et je l'ai toujours dit, je l'ai toujours fustigé, M. Henri Dioko. Je sais que M. Henri Dioko
a placé un jeune en Suisse à la place d'Edwige Guéco, qui était un cerveau pour ce MRC. Je pourrais vous rediffuser les travaux d'Edwige Guéco au sein du MRC. J'ai couvert un de leurs événements à Berlin en septembre 2019. Edwige Guéco était d'une intelligence, était d'un apport intellectuel et même éducatif pour le MRC. Je n'ai jamais compris qu'on l'a un peu écrasé au sein de son parti pour le remplacer par un gars qui émanait de la base. Et ça, ce sont les actes d'Henri Djoko. Ça ne se fait pas. Pour vous permettre justement de mieux éclairer l'antenne des téléspectateurs sur cette question-là, il faut dire que le positionnement d'Issa Chiroma Bakary, qui à travers les nominations s'est montré plus proche de la brigade anti-Sardinard, ces derniers temps, il a fait une série de nominations, vous êtes certainement au courant. Est-ce que cette approche-là ne risque pas de raviver davantage cette tension-là entre les défenseurs de ces deux hommes politiques qui aujourd'hui sont soutenus par la diaspora? D'ailleurs, les soutiens d'hier, il y a une bonne partie de ces soutiens d'hier favorables à Maurice Kamto qui sont ralliés derrière Chiroma aujourd'hui. Cette nomination m'a fait rire. Elle m'a fait rire, cette nomination, sincèrement. Et j'ai envoyé une demande d'interview à M. Chiroma il y a une semaine par un de ses coordonnateurs ici à Paris. Je souhaite interviewer M. Chiroma, même en visio. D'ailleurs, j'ai précisé que c'est en visio. Je vais montrer cette invitation à Guy pour qui vous le confirmera. Je ne peux pas vous l'envoyer car il ne faut pas publier. C'est une invitation privée. Je vais montrer à celui qui capte ces images afin qu'il vous le confirme. J'attends M. Chiroma pour lui poser des questions sur l'importance d'une telle nomination. Aujourd'hui, cette nomination divise et crée une guerre. Et je n'ai pas encore entendu M. Chiroma faire une sortie, peut-être il l'a fait, mais je ne l'ai pas entendu, faire une sortie pour calmer les esprits. Est-ce qu'on peut dire que ça a été fait à dessein, qu'il savait exactement quel était l'impact qu'auraient ces nominations? Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de M. Chiroma, et voici plusieurs années qu'il me dribble. Il est venu au salut les taux de la politique depuis vendredi 5 août 2022 que j'ai discuté avec M. Chiroma au téléphone. Il me dribble parce qu'à l'époque, une parenthèse, il me disait qu'il venait à Paris le mois qui suivait. Je lui ai demandé au téléphone, qu'est-ce que vous venez faire à Paris? J'espère que vous viendrez dans mon émission. Oui, je viendrai, monsieur Mofo. Vous, là, vous êtes dur, hein, mais je viendrai. Je vous suis souvent. Alors, vous viendrez, ok. Bon, en venant, sachez que vous ne pourrez pas fermer ma chaîne parce que je suis le parti unique de ma chaîne et nous ne sommes pas au Cameroun, nous vous menacez de fermer la chaîne. Oui, je vais venir. Bon, qu'est-ce que vous venez faire en France? J'ai un check-up à faire. Je lui ai dit, ben bon, un check-up. Mais c'est pas vous qui avez le pouvoir depuis 40 ans, là? Vous n'avez pas été foutu de construire un hôpital chez vous? Vous voulez m'expliquer ça? Oui, monsieur, moi, il faut venir. Il n'est jamais venu et il m'a plus pris au téléphone. Quelquefois, je lui ai envoyé un texto, il a répondu, mais mon aussi là, vite fait. Donc, je ne suis pas dans la tête de monsieur Chiroma. Est-ce qu'il a fait cela à dessein? J'en sais rien. Votre question fait partie de celle que je souhaite lui poser. Mais je suis sûr qu'il va encore me dribbler parce que, avant la présidentielle, j'ai été contacté par le même, son coordonnateur de Paris, pour une interview avec lui, ce que j'ai accepté. On m'a ensuite demandé un protocole d'interview. J'ai dit non, non, si vous voulez le questionnaire, moi je n'en envoie pas. Peut-être que ça se fait au Cameroun, c'est une autre culture, mais en France, nous n'envoyons pas de protocole d'interview. Les grandes lignes, oui, votre grande ligne, c'est que, M. Chiroma, vous êtes candidat à la présidentielle au Cameroun, je vais vous interroger sur votre programme. J'espère que vous allez me l'envoyer pour que je puisse le lire. Donc, il n'est pas venu à mon interview parce que je n'ai pas envoyé de protocole d'interview, et ça, si c'était à refaire, je n'enverrai toujours pas. Donc, j'attends de lui poser les mêmes questions que vous. Si vous l'avez avant moi, merci de lui dire que j'attends de l'interview. J'espère qu'il va s'exprimer. Mais un homme politique qui évite un journaliste a toujours quelque chose à cacher. Malgré son absence au scrutin présidentiel d'octobre dernier, Maurice Kamto reste omniprésent dans les débats politiques. Après la pétition, lancée pour permettre aux Camerounais de contester le nouveau projet de loi qui permet au président de la République de nommer un vice-président de la République, on constate que Maurice Kamto, le nom Maurice Kamto est abondamment cité dans les débats depuis quelques semaines aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il soit toujours présent malgré le fait que sa candidature a été écartée de l'élection présidentielle dernière? On peut écarter un homme d'une liste, mais on ne peut pas l'écarter des têtes.
Vous comprenez? Maurice Kamto hante ces gens-là, visiblement, j'ai vu ici, mais j'ai l'impression qu'il hante tous les membres du régime et tous ses soutiens. Je suis sûr que même en mangeant, en plongeant leur cuillère dans la soupe, ils disent Maurice Kamto. Ils disent Maurice Kamto. Maurice Kamto dans leur tête tout le temps. Pourquoi? Pourquoi il leur fait tant peur? C'est pas quelqu'un qui est armé que je sache. C'est quelqu'un, sa seule arme, c'est son verbe et son stylo. Pourquoi il leur fait tant peur? Alors, lorsque les gens sont dans une telle posture, je parle de ceux du régime qui sont vent debout comme Maurice Kamto dort, il critique Maurice Kamto suit, on critique, c'est qu'on n'est pas serein, c'est parce qu'on est malhonnête. On est conscient qu'on est malhonnête et qu'on est faux. Voilà pourquoi on est hanté par celui qui cherche la justice. Moi, je le dis, j'ai des choses à reprocher à Maurice Kamto. C'est pas un homme parfait. C'est un érudit, mais c'est pas un homme parfait. Mais franchement, dans ce pays, je suis sûr que ce Maurice Kamto peut faire mieux que 99% de ceux qui gèrent ce pays aujourd'hui. Vous avez quoi à reprocher à Maurice Kamto? Vous aviez dit que vous aviez des choses à lui reprocher. Quoi, par exemple? Non, moi je lui dirais si un jour on se revoit, parce que je l'ai vu qu'une seule fois dans ma vie. Hein. Le jour où je l'ai interviewé, je crois que c'était le 21 mai 2018. C'est la seule fois où j'ai rencontré Maurice Kamto sur ce même plateau. Donc je ne l'ai pas revu le jour, je le reverrai, je le lui dirai. Peut-être le fait d'avoir boycotté les élections législatives et municipales de 2020. Parce que jusqu'aujourd'hui, il paye le prix. Ben, je vais vous dire, si vous suivez mon émission avec feu Christian Pender-Kouka ici, sur ce plateau en décembre 2019, je les attendais au tournant. S'ils avaient décidé d'aller à cette élection municipale et législative, ils allaient m'expliquer comment ils font pour y retourner alors que le code électoral dont ils demandaient la révision n'avait pas encore été dépoussiéré. Même si aujourd'hui on retourne à la présidentielle sans dépoussiérer ce code électoral, je pense que même Maurice Kamto est conscient qu'avec le même code électoral, il ne peut pas gagner une élection au Cameroun. Mais bon, il faut de temps en temps y aller car Maurice Kamto est un incompris au Cameroun. Vous ne le comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce monsieur. Et vous ne pouvez pas le comprendre. Le Cameroun est bardé de diplômés et de très peu d'intellectuels au Cameroun, je le dis. Il y a trop de diplômés au Cameroun et très peu d'intellectuels. Comment comprendre quelqu'un qui a le cerveau de 10 000 personnes? Vous ne pouvez pas le comprendre. Si Maurice Kamto avait été citoyen d'un pays où on veut le bien, où on veut la marche du pays, mais Maurice Kamto, demandez la nationalité botswanaise. Voilà des pays où vous travaillerez bien pour le peuple. Au Cameroun, les Camerounais ne comprennent rien. Pardon, la majorité des Camerounais ne comprennent rien. Chacun veut manger, boire, aller à l'église et voir ses enfants grandir. Revenons sur la déclaration de Denis Emilien Atangana, le président du Front des démocrates camerounais, qui a fait une déclaration il y a quelques jours. Ça d'ailleurs a animé la toile et aussi fait les choux gras de la presse. Il a déclaré avoir bénéficié d'une proposition de 100 millions de francs CFA de la part de Maurice Kamto pour investir sa candidature à l'élection présidentielle. Il déclare justement avoir été contacté par Maurice Kamto pour ce deal-là. Bien que le MRC, à travers justement sa cellule de communication, ait apporté un certain éclairage justement sur ces déclarations, faisant savoir également l'opinion que le professeur Maurice Kamto n'avait jamais engagé une telle démarche. Il s'agit plutôt du contraire. Denis Emilien Atangana l'aurait contacté en premier et après avoir fait une proposition de 500 millions de francs CFA comme caution que le MRC devrait lui reverser pour cette investiture, le professeur Maurice Kamto avait mis fin justement à cette causerie-là. Comment est-ce que vous expliquez, ou alors quelle analyse faites-vous d'une telle déclaration de Denis Emilien Atangana? Mon cher Thierry, la distraction au Cameroun est énorme. C'est encore de la distraction, ça. Attendez, n'y voyez en ce que je m'en vais dire là aucune insulte, hein. Lorsqu'une femme est prostituée, elle sollicite les hommes, n'est-ce pas? Les hommes la sollicitent aussi. Peut-on reprocher à un homme de solliciter une prostituée? Le rôle de la prostituée, c'est quoi? C'est servir, c'est qu'elle peut servir de meilleur pour obtenir en face 2 ou 3 billets. Donc, ceux
qui se déclare, je dis bien qui se déclare parti Yango. Et j'ai discuté avec Denis Emilien à Tangana, il y a quelques jours, c'était samedi 25, je crois, avril. Lui-même, dans ses propos, déclare son parti comme étant parti Yango. Il a dit sur plusieurs plateaux au Cameroun, parti Yango signifie quoi? Je m'offre au plus offrant, n'est-ce pas? C'est de la prostitution politique. Ça s'appelle de la prostitution politique. Et on ne prospère pas là-dedans. Hein. J'en ai connu ici en France, quand j'étais à l'UMP, il y avait beaucoup de gens autour qui venaient faire des propositions au sein de l'UMP. Là, ils n'ont pas prospéré, aujourd'hui ils ont tous disparu du paysage politique. C'est de la prostitution. Ok. Admettons que monsieur Kanto ait sollicité M. Atangana, ben, il c'est de son droit de solliciter un parti pour se faire investir. C'est comme si un homme sollicitait une prostituée. C'est son droit. Ah, la prostituée lui dit oui ou non, selon ce qu'on lui propose comme argent. Admettons aussi qu'à l'inverse, M. Denis Atangana qui est sollicité M. Kanto, c'est de son droit. Une prostituée peut solliciter un client. Libre au client d'accepter. Quel est donc l'intérêt, je veux dire, de balancer cette information ou alors ce deal à la place publique aujourd'hui? Pourquoi aller mettre cela sur la place publique? C'est de la petitesse. Je le dis là, je sais que M. Denis Emilien Tangana regardera ce programme, je lui ai parlé l'autre fois, c'est de la petitesse d'esprit. J'ai demandé à M. Denis Tangana quel est son job dans la vie, je ne crois pas qu'il m'a donné un job. J'ai reçu hier, donc à la veille de cette interview, nous tournons cette interview le 29 avril, c'est bien cela. Hein? Alors hier, j'ai reçu M. Hiram Samuel Iodi sur mon plateau, je lui ai demandé quel est son job dans la vie, il m'a, voilà ce que je fais dans la vie, je me suis amusé à lui disant, j'espère que votre travail vous nourrit. Ces factures ne sont pas payées depuis qu'il ne chante pas la chanson du roi. Bon, il va falloir qu'on paye les factures de ce monsieur qui a travaillé. Hein. Arrêtez de traiter les gens comme ça lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Donc il a un vrai job dans les mains. Monsieur Iodi peut quitter le Cameroun, travailler au Canada où il a étudié, travailler en France, travailler n'importe où dans le monde entier. J'aimerais que chaque acteur, entre guillemets, politique au Cameroun se targue d'avoir des compétences lui permettant de bosser un peu partout dans le monde entier. C'est quoi le job de M. Denis Emilien Tangana? C'est quoi son job? Alors, on lui aurait proposé 100 millions qu'il a refusé de la part du MRC, et aujourd'hui il se bat pour les 15 millions qu'on a versés à M. Iodi pour faire sa campagne. Vous trouvez ça logique? Est-ce que vous trouvez ça logique, Thierry? Non, c'est un grand spectacle ce pays, franchement. Refuser 100 millions ici pour aller réclamer 15 de l'autre côté. Are you serious? Non, c'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux. Allez, parlons d'autre chose. Est-ce qu'on doit penser qu'il s'agit plutôt de la manipulation de l'opinion, ce que fait Denis Emilien Tangana? Je viens de vous parler de la prostitution politique. Il faut crier fort afin que le roi vous entende. Si le roi vous entend, il laissera tomber un os qui vous permettra de vous distraire un peu, de vous nourrir. Vous avez compris? Monsieur Denis Tangana, je n'ai rien contre vous. Le jour où vous viendrez sujet un peu plus, je vous poserai mes questions, vous donnerez vos réponses. C'est libre à vous d'ailleurs. C'est ce qu'on s'est dit au téléphone la dernière fois. Mais je pense que vous n'êtes pas sérieux, monsieur Denis Tangana. Vous ne pouvez pas refuser 100 millions pour réclamer aujourd'hui 15. Et bon, vous m'avez déclaré que finalement, des 15 millions vous réclamez à M. Iodi, 5 millions seulement vous ont été versés. Bon, cet argent était pour battre campagne. J'aimerais bien regarder vos comptes de campagne, voir à quoi servait cet argent-là, parce qu'on tient des comptes de campagne. C'est pour ça que Nicolas Sarkozy est condamné ici, et Dick Malion a dépassé les comptes. Je sais de quoi je parle, car j'étais deuxième directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, dans la ville d'Asnières-sur-Seine, en 2007. L'argent, ça coulait. C'est pour ça aujourd'hui qu'il est condamné en France, parce qu'il a dépassé les comptes. Donc il y a des comptes. Il faudrait qu'au Cameroun, que les partis politiques ou des leaders tiennent des comptes. Il faut qu'on vérifie tout cela, n'est-ce pas? Monsieur Jackie Wafo, dites-nous, comment entrevoyez-vous la vie politique camerounaise dans les années à venir? C'est vrai que vous l'avez dit à l'entame de l'émission que vous ne croyez pas à la démocratie au Cameroun, d'ailleurs que la démocratie qui est même imposée aux Africains par les Occidentaux n'est pas une vraie démocratie.
Mais chez nous, que faut-il faire concrètement? C'est vrai que les élections législatives et municipales, sur lesquelles justement certains acteurs politiques comptaient pour se positionner, ces élections ont été renvoyées à une date qui n'est pas encore véritablement précisée. On attend de toute manière que le président de la République puisse peut-être se prononcer là-dessus. Est-ce que toutes ces actualités-là, avec ces manœuvres qui sont décriées dans, dans le fonctionnement camerounais, politique camerounais, ne fragilisent pas davantage la vie sociale dans notre pays? Mais évidemment, évidemment, l'action politique induit la confiance pour les investisseurs, pour les créateurs d'emplois. Aujourd'hui, la confiance est totalement érodée au Cameroun. Mais totalement. Les gens aujourd'hui ont beaucoup d'argent investi, ils ont peur d'investir au Cameroun, ça je peux vous le dire, hein, puisque j'en côtoie beaucoup. J'ai mon ami canadien là qui voulait investir au Cameroun, il m'a appelé, je lui ai dit s'il te plaît, je ne veux pas être un jour comptable de tes déboires au Cameroun. Va investir ailleurs. L'argent est bon partout, quand le Cameroun ira bien, tu iras y investir. Je ne peux pas, j'ai un autre ami, un frère camerounais, Bamileke, je préfère le dire. Je sais, ça dérange quand on dit Bamileke au Cameroun, je m'appuie, j'appuie bien là-dessus. J'ai un frère Bamileke quelque part en Europe du Nord, ingénieur dans le pétrole, c'est-à-dire formé pour aller chercher du pétrole offshore 1000 mètres en dessous du lit de la mer. Du lit de la mer. Je l'ai interviewé, j'ai couvert sa sortie d'école en 2011, quelque part en Norvège, à Bergen. Mais ce garçon faisait des affaires avec le Cameroun, mais parfois sa marchandise ne lui apportait rien du tout, il perdait l'argent tout le temps. Il m'en a parlé, je lui ai dit, mais vous les Bamileke, vous m'énervez. Vos têtes ne plaisent pas au Cameroun, c'est une réalité. Si vous n'êtes pas du régime, vous ne pouvez pas travailler au Cameroun. D'accord. Allez faire des affaires dans d'autres pays d'Afrique. L'argent est bon partout. Voilà le père Moncam. Lorsque son fils avait installé une succursale de son hôtel en Afrique du Sud, le père Moncam n'avait pas été d'accord au départ, hein, mais aujourd'hui, l'une des plus grandes chaînes hôtelières en Afrique du Sud appartient à Moncam, Pascal, qui est Camerounais Bamileke. Donc je conseille à mes frères Bamileke, allez investir ailleurs. Le jour où ça ira bien au Cameroun, on vous permettra d'y retourner investir. Le jour où on vous ôtera la concurrence déloyale chinoise qu'on a imposée pour casser le commerçant Bamileke, vous retournerez, vous repartirez votre argent chez vous. Arrêtez de vous focaliser, vous aimez le pays plus que qui? Vous l'aimez, ceux qui vous dirigent ne semblent pas l'aimer comme vous. Ne vous acharnez plus. Donc, la confiance est érodée aujourd'hui au Cameroun. S'il fait parler de démocratie, moi je dirais aux jeunes qui sont là, s'il vous plaît les jeunes, n'ayez pas honte d'aller retourner la terre. N'ayez pas honte d'aller bêcher la terre, retournez au village. Vous êtes intelligent, vous êtes intellectuel et intelligent. Vous savez aujourd'hui que vous pouvez, avec une vache, avec, je ne sais pas quoi, un âne, mieux bêcher la terre que vos parents qui utilisaient la houille et qui se cassaient les lombaires. Retournez, il y a des terres au village. Je vois des villages abandonnés à l'ouest parce qu'il n'y a personne. Vous faites quoi en ville? Vous vendez quoi? Retournez bêcher la terre. Si moi aujourd'hui je revenais au Cameroun, je ne resterais plus à Yaoundé. Je fais quoi là-bas? Je fais quoi dans une ville où on va me dire que rentre chez toi, tu n'es pas chez toi? Non, je retourne au village. Je vais bêcher le peu de terre qu'il y a là-bas, je cultive. Imaginez, aujourd'hui, chacun d'entre vous qui est sur Ben Sekin mange un sandwich dans la journée. Vous mangez du pain fait avec la farine de blé. Le blé n'est pas cultivé au Cameroun. Il est cultivé quelque part en Occident. Vous envoyez vos maigres sous le jardin sur Ben Sekin en Occident et vous vous plaignez. Mangez le pain de Kumba, qui est fait à base de farine de... C'est vrai qu'on aura l'occasion de revenir justement sur d'autres sujets liés peut-être au quotidien des Camerounais, parce que là, vous abordez déjà certaines réalités camerounaises. Je voudrais justement qu'on sorte de cet entretien avec cette question. Je vais revenir sur Issa Chirouma Bakary. Est-ce que vous comprenez la stratégie d'Issa Chirouma Bakary? Il a annoncé dans l'un de ses messages, puisqu'il est devenu très prolixe en termes de messages qu'il diffuse depuis un certain temps sur les réseaux sociaux, il a demandé aux Camerounais, il a déclaré que si les Camerounais sont prêts, il retournera au pays. Ça sous-entend quoi quand il dit si les Camerounais sont prêts? Est-ce que vous comprenez sa stratégie? Voilà deux questions en fait pour sortir de cet entretien. Monsieur Chirouma,
c'est parce que je ne le comprends pas que je souhaite l'interviewer. Vous avez bien compris, c'est là aussi. Hein. Si je le comprenais, ben, je ne souhaiterais pas l'interviewer. J'ai beaucoup de questions que je me pose sur cette personnalité, et cela fait des années que je me pose ces questions-là. Je suis sûr d'une chose, M. Chiroma ferait un meilleur président que Biya, c'est une certitude. Si Biya pouvait faire quelque chose de bon pour ce Cameroun, cela se saurait. Donc, maintenant, sur la question de sa stratégie, je ne la comprends pas. Voilà pourquoi je lance encore un appel ici, M. Chiroma. J'ai contacté un de vôtres à Paris, j'ai lancé une invitation pour vous. Nous avons des questions sur JMTV+ à vous poser. Même pas à visio, ça ne me poserait aucun problème. Et s'il faut que je me déplace à aller en Gambie, ben j'irai en Gambie. Ça ne pose aucun problème non plus. Donc je ne comprends pas votre stratégie, M. Chiroma. J'aimerais la comprendre. Et beaucoup de Camerounais, comme les amoureux du Cameroun, j'en cite ici mon jeune frère, l'un des meilleurs analystes géopolitiques, Olivier Dosso, qui est d'origine béninoise, mais qui s'intéresse fortement à toute l'Afrique. Même Olivier Dosso aimerait comprendre votre stratégie, M. Chiroma. Voilà. Voilà, merci Monsieur Jackie Boifo d'avoir accepté de répondre aux questions d'Echo 237 pour cette première interview. C'est vrai que on va vous retrouver très prochainement pour notre interview que vous avez bien voulu accorder à Echo 237. Merci à Echo 237 d'être venu à moi. Bon, ben, je suis à vous comme lui, il était la sardine, mais la bonne sardine. Je rappelle, vous êtes le promoteur de JMTV+. C'est une chaîne très connue dans la diaspora camerounaise et qui reçoit énormément d'hommes politiques et même des artistes. En fait, c'est la chaîne qui fait plaisir à l'Afrique tout entière pratiquement. Vous pouvez consulter le site de jmtvplus.com pour tout ce qui est écrit. Vous allez sur TikTok, JMTV+, donc JM comme Jackie Moifo, TV+, le signe, sur YouTube, sur TikTok, sur Vimeo. Je suis aussi accessoirement chanteur et je sors un album dans quelques semaines, donc au mois de mai, intitulé Femmes des Pyrénées. Mais vous pouvez retrouver mon précédent clip, tourné par quelqu'un que vous connaissez, Thierry, sur YouTube, intitulé J'adore Paris, Jackie. Vous tapez J'adore Paris, Jackie, et vous avez ce clip. D'ailleurs, je pousse un petit coup de gueule à quelqu'un pour terminer. Un journaliste camerounais, après avoir vu ce clip, a dit il n'y a que les Africains, m'a écrit il n'y a que les Africains pour dire de telles inepties. Comment quelqu'un peut-il être panafricaniste et aimer Paris? Je lui ai répondu qu'il n'y a que des idiots pour s'arrêter au grand titre. Si je n'aime pas Paris, qu'est-ce que je fais là? Merci infiniment, Monsieur Jackie Boifo, d'avoir accepté justement d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur Echo 237. Bonne journée du côté de Paris. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir prêté une oreille attentive à cette autre édition de l'émission Parole d'Homme sur Echo 237. Nous invitons à liker, à commenter et à partager nos publications. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner ou alors de faire abonner vos proches sur Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt.